Bonsoir. On va pouvoir commencer, donc, si tout le monde est installé. Tout d'abord, bienvenue donc aux Amis de la Cité de l'Espace pour cette conférence. Ce soir, nous accueillons Bernard Comet. Alors Bernard, c'est un ancien collègue, un ami aussi, donc on se connaît depuis très longtemps. 83. Ah oui, si tu le dis, oui, c'est ça. Bon, en fait, Bernard, il va parler de médecine, mais il est ingénieur, oui. Il a commencé par ça, donc il est ingénieur super-héros. Et puis, donc, j'ai l'impression que sa carrière d'ingénieur a été assez courte parce que très vite, après son diplôme d'ingénieur, il a embrayé sur médecine. Voilà. Donc, il a fait médecine. Il a terminé, donc, il a eu son diplôme de docteur en médecine en 83. Et là, médecine, je suis médecin, mais nouveau défi, tiens, si je faisais de la médecine spatiale. Donc il intègre le CNES en 83 et pour devenir donc le premier responsable médical des astronautes français. Alors, responsable médical des astronautes, ça veut dire qu'il contribue à la sélection des astronautes, à tout le suivi médical, donc la préparation avant le vol, le suivi pendant le vol et puis après le vol. Donc c'est une grosse responsabilité qu'il a assumée pendant plusieurs années pour assurer donc le suivi de 9 vols d'astronautes français et européens. Au sein du CNES, je l'ai dit peut-être, oui. Alors 9 vols, en fait, c'était en coopération soit avec les côtés russes, soit avec les côtés américains. Et donc, il a beaucoup été sur le terrain, si je puis dire, notamment à Baïkonour, pour le suivi des astronautes juste avant le vol. Donc, il a plein de choses à raconter, en fait. Bon, il a aussi, donc, au CNES, contribué donc, sur les aspects... il était responsable des aspects équipage, c'est-à-dire, en fait, les aspects équipage dans la conception des véhicules habités, notamment pour Hermès, le CTV, le CRV. Bon. Puis, ensuite, en 1999, il intègre le MEDES. Le MEDES, on en parlera encore beaucoup donc au mois de septembre. Et donc là, au sein du MEDES, il sera spécialiste européen de médecine spatiale et il intègre notamment les facteurs humains dans la conception et la réalisation de tous les projets de vol habité. Parallèlement à tout ça, il enseigne également donc, à l'université Paul Sabatier ainsi qu'à Super-Héros. Et il est aussi président de l'ESA Medical Board. Jusqu'en 2019, voilà. Bon, donc ce soir, il est venu pour vous parler. Alors, il aurait pu vous parler beaucoup de toute son expérience et son aventure en tant que médecin des équipages. Hein. Il a beaucoup de choses à raconter. Mais il aurait pu expliquer toutes les contraintes, en fait, et les risques de santé de l'ensemble des astronautes dans le milieu spatial. Mais aujourd'hui, donc, il va se focaliser sur les risques de radiation lors des missions habitées. Les conséquences donc, de l'exposition des astronautes aux radiations et éventuellement donc, aux radiations sur les futures missions Lune et Mars. Bon, je crois que je vais peut-être lui laisser la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Geneviève. Donc je vais vous parler essentiellement des problèmes que posent les radiations dans l'espace et vous allez vite comprendre que le challenge, c'est quand même les futures missions martiennes, puisqu'elles seront longues, on s'éloignera et les doses cumulées que recevront les astronautes ce sont la limite de l'acceptabilité. Voilà. Première diapo.
Donc ça, ce sont tous les problèmes de santé auxquels doivent faire face les astronautes. Alors vous avez traditionnellement l'os, le muscle, tous les phénomènes neurosensoriels, un peu de changement dans la pharmacocinétique et dans le tractus intestinal. Vous avez les problèmes cardiovasculaires, vous avez tous les aspects psychosociaux et tous les inconvénients liés à l'environnement. Et en particulier, aujourd'hui, je vais vous parler du risque d'exposition aux radiations et qui inclut, vous le verrez, des risques de cataracte et des risques de cancer. On viendra en septembre avec des collègues du MEDES vous parler de l'ensemble de ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, je me suis focalisé uniquement là-dessus, qui est un problème, je dirais, qui est devenu un problème d'ingénieurs, de concepteurs de véhicules spatiaux habités. Alors, en 2010 et en 2013, les instances, que ce soit au niveau national des États-Unis et au niveau international avec l'ICRP, qui est une émanation de l'ONU, a mis à jour le problème de radiation des cosmonautes. Alors, vous avez là les membres de la commission de l'ICRP. En particulier, vous avez Francis Cuccinota, qui était Monsieur Radiation à la NASA à Houston. Vous avez Monsieur Petrov, Valodia Petrov, qui était Monsieur Radiation côté russe. Et côté européen, depuis toujours, Günther Reitz, qui est radiobiologiste de la DLR, était le représentant un peu dans toutes les instances internationales des aspects Donc, ces deux rapports, dont vous avez donc celui-là de 2010 qui a été publié au niveau américain et celui-là de 2013 au niveau de l'ONU, on conclut à peu près de la même chose, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes qui sont dans cette commission, qui étaient aussi dans cette commission. Donc, ils ont confirmé que le risque accepté d'exposition aux radiations, c'est d'augmenter le risque de mort induite par les radiations de 3%, pas plus, de 3%. Alors, pour vous resituer un peu le problème, c'est exactement le même risque que pour les manips radio dans les hôpitaux ou que pour les travailleurs du nucléaire. Donc, on n'accepte pas, à travers leur activité professionnelle, d'augmenter de plus de 3% le risque de cancer radio-induit. Alors, ils ont confirmé que la population des astronautes était quelque chose de particulier, et en particulier la limite de 20 millisieverts par an, qui est applicable pour les travailleurs du nucléaire, n'était pas applicable. Alors pourquoi ? Vous le comprenez, un astronaute, quand il n'est pas exposé durant 40 années au risque spatial de radiation dans l'espace. Il est comme les travailleurs sur Terre, mais il va être exposé 1, 2, 3, 4, enfin quelques fois durant ces missions spatiales. Alors, quelque chose d'important qui a des conséquences pour les ingénieurs, c'est que le principal ARA, qui veut dire as low as reasonably achievable, c'est-à-dire autant que faire se peut, aussi bas que autant que faire se peut, devra être démontré. En particulier, si par malheur, un astronaute avait un cancer radio-induit, un lymphome, un cancer du sein, etc., il pourrait se retourner contre l'agence et lui demander de prouver que tout a été fait pour pas qu'il attrape ce cancer. Donc c'est lourd de conséquences. Ça veut dire que la responsabilité des agences est engagée. Et surtout, il faudra démontrer qu'on a fait tout son possible pour minimiser ce risque.
Et bien sûr, les deux commissions ont continué et ont conclu aussi que la recherche et les progrès devaient continuer. Alors, ça a donné quoi ça? Eh bien, ça a donné les limitations. Alors, la NASA et la JAXA ont fait une différenciation entre hommes et femmes. Et vous avez la différenciation avec une pondération suivant l'âge. Parce qu'effectivement, quand je vous expose que vous avez 55 ans, vu votre espérance de vie, les probabilités que vous ayez un cancer radio-induit sont beaucoup plus basses. Donc, ils ont fait data. Alors, les Japonais ont suivi les Américains, l'ESA et la Russie ont dit vous faites de la discrimination de sexe et c'est pas acceptable. Et je suis assez d'accord avec ça. Hein. On n'avait qu'à prendre la limite la plus exigeante et l'appliquer aux deux sexes, c'est-à-dire être égalitaire. Alors, je dirais que la NASA s'est un peu pris les pieds dans le tapis lorsqu'ils ont fait ça. Parce que ils peuvent pas dire, en ayant écrit cela, que les normes qu'ils appliquaient à leurs astronautes étaient différentes entre les hommes et les femmes, et prétendre appliquer le principe à Lara. Pourquoi? Si les femmes sont plus sensibles au cancer radio-induit, on ne devrait pas les autoriser à voler, puisque le fait d'assigner un homme ou une femme à une mission spatiale est quelque chose de tout à fait réalisable. Et donc, en fait, à mon avis, ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis parce que quand ils ont pondu cette différenciation entre les hommes et les femmes, ils ne pouvaient plus appliquer le principe à Lara. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions parce que ce n'est pas évident, hein, il faut y penser un peu, mais affecter un homme ou une femme à une mission, c'est vraiment quelque chose de possible. Hein, de, voilà, donc c'est mon avis. Donc après, on a affiné côté NASA les trucs. Moi, j'étais toujours et je reste fan qu'il faut limiter ça à un sievert, c'est-à-dire 1000 millisieverts ou 10 rem, puisque un sievert, c'est égal à 100 rem comme un gré est égal à 100 rad. Et on multiplie par le facteur de qualité. Vous savez qu'il y a des facteurs de qualité biologiques, je vais y revenir un peu, c'est un peu compliqué, je vais faire court pour vous, mais nous, on parle en doses équivalentes, c'est-à-dire en REM et en sievert, et toutes les limites sont données. Alors, dans la radiothérapie médicale et autres, c'est simplifié puisque on utilise des sources radioactives dont le facteur de qualité est de 1. Donc les grès correspondent à des REM et les rad correspondent à des REM. Non, les grès à des sievertes, pardon, et les rad N'hésitez pas à me poser des questions si je me mélange les pinceaux. Donc ça, c'est un peu le bilan, donc c'est par mission, les doses reçues. Et vous voyez à l'heure actuelle, c'est les points rouges qui sont ici. Hein. Donc on est dans des doses significativement plus élevées que tout ce qu'on avait eu jusqu'à présent, parce que la station internationale n'est pas très blindée, hein, il faut dire ce qui est la réalité, et on est à 450 km d'altitude. Or, plus on monte, hein, plus la dose de radiation augmente de valeur exponentielle. Alors, je me suis permis là de vous mettre, donc à l'heure actuelle, un astronaute qui passe un an à bord de la station internationale, il reçoit entre 140 et 200 millisieverts pour une année. Alors, euh, quand on va aller sur Mars, et en particulier pour la mission la plus contraignante, qui est celle de 30 mois, hein, avec un long séjour à la surface de Mars, on pourra flirter dans une fourchette entre 400 et 800 millisieverts par mission. Donc vous voyez, on sera quand même à une échelle nettement supérieure de ce qu'on connaît à l'heure actuelle.
Mais je vais essayer de vous démontrer que si on fait bien les choses, en particulier si les véhicules spatio-habités sont bien conçus, en particulier si on offre un blindage passif suffisant, on pourra passer, et en particulier on restera au-dessous des fameux 1000 millisieverts ou 1 sievert, et ce sera acceptable. Et je fais partie des optimistes, hein, moi. Je pense que même un astronaute pourra faire 2 missions de 30 mois sur Mars. Mais ça, c'est peut-être mon côté optimiste, hein, parce que comme me disent certains de mes interlocuteurs, il faudra qu'il ait envie d'y retourner, hein, aussi, hein, parce que vous savez que Mars, c'est quand même un beau désert. Quand on aura passé 30 mois, c'est 2 ans et demi de sa vie enfermé pour y aller, pour faire des opérations, donc des choses extrêmement précises, préparées, etc. Je ne sais pas s'il voudra repartir encore pour 2 ans et demi. Bon, c'est un autre sujet. Voilà, ça c'est mon estimation optimiste. Donc, en fait, on respecterait la norme et la réglementation. Alors, quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là, dans les années 83, hein, je me suis vite confronté, puisqu'il a fallu que j'amène 6 cosmonautes en Russie pour passer les examens. Et les examens à l'époque, c'était des examens qui irradiaient pas mal, les radios pulmonaires de face et de profil, et Dieu sait si on en faisait, hein, n'étaient pas digitalisés. Et c'était 10 fois les doses de ce que les radios à l'heure actuelle. euh, euh, Ensuite, dès qu'on avait un doute sur des polytes, on faisait un lavement baryté. Dès qu'on avait un doute sur la position des reins, on faisait une urographie intraveineuse. Bon, tant et si bien que après le vol de Jean-Luc Crétin sur Aragats, j'ai fait une communication à la Soframas, hein, qui est la Société savante de médecine aéronautique et spatiale, et j'avais intitulé le problème des radiations des cosmonautes, un problème encore bien terrestre. Et vous avez la raison de cette réflexion, c'est qu'elle est là, hein. C'est-à-dire que 60% de la dose était donnée pour des raisons médicales. Ils avaient comme c'était des pilotes pour la plupart et qui avaient fait des vols à haute altitude, ils avaient reçu. Et la dose reçue dans l'espace, vous voyez, n'était que de 0,9% sur un total de 8,6 REM. Donc vous voyez, les médecins portaient une grande responsabilité. Alors, ceci n'est plus d'actualité, hein. Pourquoi? Ben parce que depuis la station internationale, au niveau des partenaires de la station internationale, les Russes, les Américains, les Canadiens, les Européens et les Japonais, on s'est mis d'accord pour diminuer les radiations pour raisons médicales. Et en particulier, on ne fait plus des radios pulmonaires systématiques et on se contente donc d'examens moins irradiants, hein. Et on ne fait plus. Maintenant, vous voyez, le lavement baryté n'est plus d'actualité. On fait des endoscopies, hein. L'urographie intraveineuse, on n'en fait guère plus, hein. Maintenant, avec les ultrasons, on arrive à déterminer la position des reins et le fait que si les écoulements urinaires sont normaux. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, mais j'avais fait cette communication que j'avais intitulée de manière un peu provocante, hein, l'irradiation des cosmonautes, un problème bien terrestre. Bon, c'est plus le cas, hein, je vous le répète. Alors, il y a une façon de présenter les choses qui est tendancieuse. Et honnêtement, le responsable de 90 à 2014 à la NASA, je suis désolé de citer son nom, mais je pense qu'il faut le donner, parce qu'à mon avis, il a pas mal pollué l'évaluation du risque. S'amuser
à faire de ce genre de publication. Donc là, vous voyez, c'est un astronaute qui a volé 18 mois. Et il écrivait qu'ils avaient perdu 15 ans d'espérance de vie. Comme disaient les astronautes, hein, il dit, on ne m'avait pas averti. Hein, Alors, c'était une façon un peu tendancieuse de présenter les choses, parce que dans le titre, il y avait la vraie... C'est si dans le cas où il y a une mort induite par l'irradiation. Parce que regardez, quand on passe à 2 ans, donc vous augmentez de 6 mois, on prend que 0,6 années en plus. Donc en fait, la véritable cause qui crée cette perte d'espérance de vie, c'est le cancer. C'est le cancer lui-même. Donc, en mélangeant, si vous voulez, comme on le fait dans beaucoup de domaines à l'heure actuelle, vous avez des tireurs de sonnettes d'alarme dans tous les coins des médias, c'est une façon de présenter la chose. Je vais vous donner un exemple très simple, auquel j'ai assisté il n'y a pas très longtemps, une conférence sur la pollution, et en particulier la pollution des diesels. Donc, le conférencier disait quand vous démarrez au centre de Paris, votre diesel qui émet je ne sais plus combien de milliards de particules, etc., vous tuez 3 personnes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. 3 asthmatiques. Mais les asthmatiques, ils meurent pour 99,9% à cause de leur asthme et 0,1% à cause de votre coût de démarreur, 0,01%. C'est une manière un peu catastrophique et raccourcie qui est très en vogue sur tous les médias, etc. Et honnêtement, moi je le regrette. Je le regrette parce que ça fait peur. Alors là, l'Académie des sciences des États-Unis a réagi. Alors, j'y reviendrai après. Voilà, ils ont publié, donc je crois que c'était en 2021, et ils ont publié une recommandation qui demandait de mettre les pertes de chance et les raccourcissements d'espérance de vie en chiffres réels, et surtout pas faire le tableau tel que je vous l'ai présenté avant, et en particulier avec les limites qu'utilise la NASA. Et voilà ce qu'il fallait dire aux astronautes. Donc il a fallu, si vous voulez, que l'Académie des sciences prenne sa plume et demande à ce qu'on communique aux astronautes les valeurs en s'en tenant aux risques réels et pas en parlant de réduction d'espérance de vie, etc. Voilà, c'est un peu la conclusion de l'exagération dont j'ai pu vous parler. Alors cette exagération, vous la voyez très bien là. Donc en appliquant les règles là, que la NASA a appliquées, vous voyez un astronaute de 30 ans, déjà à bord de la station, dépasse la barrière des 3% de cancer radio-induit. Un astronaute de 40 ans, vous êtes déjà, lors des missions lunaires, vous êtes déjà... Et bien sûr, la Mars, c'est absolument inaccessible, vous êtes déjà... Donc là, d'après ce que... Quand on sait lire une courbe comme ça, un schéma comme ça, il n'est pas question d'envoyer des astronautes de 30 ans. Et vous voyez, même un astronaute de 55 ans, donc un ancien, il a des risques. On dépasse la limite des 3% de cancer radio-induit. Voilà, c'était un peu les conséquences un peu de cette surestimation du risque par le laboratoire de radiation de la NASA. Alors, l'Europe a réagi. L'Europe a réagi un peu tard, à mon avis, en 2019. Donc, ils ont ce qu'ils savent faire, l'ESA, ils ont fait un topical team où ils ont pris des radiobiologistes donc, venant de tout horizon et ils ont comparé dans leur travail les estimations, ils ont repris tous les calculs et comparé avec les estimations de la NASA. Donc ici, vous avez la mission lunaire, ce qui vous permet de voir que le problème d'irradiation pour la Lune n'est pas un problème important, c'est un problème qui reste parfaitement
admissibles comme à bord de la station internationale. Et vous voyez l'estimation auquel ils étaient arrivés, que ce soit pour les hommes et les femmes, c'était environ la moitié de l'estimation à laquelle arrivait le laboratoire des radiations de la NASA à Houston. Donc c'est sorti en 2019 et je pense que même là, comme je vous le dirai pendant mes conclusions, il y a des marges. Il y a des marges et il y a un peu d'exagération. Alors, dans l'estimation de ce risque, il y a eu un événement extrêmement important, c'est l'expérience qui s'appelle RAD, qui était à bord de Curiosity et qui était un dosimètre avec un large spectre d'enregistrement des débits de dose. Et on a pu avoir in situ la mesure en temps réel du niveau de radiation. Donc là, vous voyez, Curiosity a décollé en décembre 2011 et s'est posé mi-juillet sur Mars. Et vous avez là les doses. Donc, il y avait deux types de dosimètres actifs. Un à base de plastique de silicone, bon, c'est pas la peine d'entrer. Et là, vous avez le fond cosmique galactique qui est à ce niveau-là. Et là, c'est les éruptions solaires. Vous savez, on disait que c'était de la folie d'envoyer des astronautes vers Mars parce qu'à la première éruption solaire, ils allaient être grillés comme des poulets. Voilà, c'était les termes utilisés par... et en fait, quand on regarde tous les événements solaires qu'il y a eu, au total, ça représentait à peine 3% de la dose totale. Alors qu'avant ces résultats, on disait, grosso modo, ils allaient recevoir 50% à cause des éruptions solaires et 50% le fond cosmique galactique, donc tout ce qui vient de l'espace profond. Donc, il y a eu des éruptions solaires, dont celle 3, qui était une belle éruption solaire, et il y en a probablement une qui est cachée derrière, d'après les spécialistes. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. En fait, une bonne nouvelle, on reste quand même avec un fond cosmique galactique assez significatif. Voilà. Donc ça, vous avez l'expérience RAD. Là, c'est à la surface de Mars. Donc c'est, vous voyez, ça varie entre 195 microgrès par jour et 205 microgrès par jour. Donc une fluctuation qui est due au réchauffement de l'atmosphère martienne. Vous savez qu'elle est ténue, mais elle se dilate quand elle est ensoleillée. Et là, vous avez les sols, qui sont les jours sur le sol martien. Et vous avez là les plages sur lesquelles oscille le débit de dose. Et là, à la surface de Mars, vous avez une éruption solaire. Donc, effectivement, le blindage, Mars crée un blindage sur la moitié de l'angle solide, mais il reste quand même 2 pis ouverts à l'espace profond, et les éruptions solaires sont nettement visibles sur les enregistrements de l'expérience RAD. Alors, il y a eu un papier en 2013 et un papier en 2014. Et en fait, on a eu de bonnes nouvelles. Premièrement, les éruptions solaires contribuent seulement à 3% de la dose totale. On s'attendait à un facteur de qualité qui était plutôt autour de 5. Et on a vu qu'à la surface, il était de 3 et de 3,82 durant le transfert. Voilà, et on a pu avoir donc des mesures réelles, mesurées in situ des radiations. Et ça reste encore les valeurs de référence que l'on utilise dans tous les modèles et les simulations.
Alors sur Mars, vous savez qu'il y a pas mal de relief. Il ne faudra pas atterrir n'importe où. En particulier, il faudra atterrir dans des creux de relief, en particulier dans les zones bleues. Il y a un facteur de 1 à 2 en débit de dose en fonction des sites. Bon, ça tombe bien, puisque il y a de l'eau plutôt dans cette partie-là. Et on évite l'équateur, puisqu'il y a, vous savez, des tempêtes de sable à l'équateur et que probablement ça compliquerait un peu les opérations en surface de Mars. Alors maintenant, c'est bientôt la fin de mon exposé, ne vous impatientez pas, je vais vous parler un peu de comment se situe la population des astronautes par rapport aux autres populations. Alors vous savez que sur Terre, il y a une irradiation naturelle, ce qu'on appelle le natural background, qui est de 3 millisieverts par an, par exemple aux États-Unis, mais c'est à peu près la même chose à Paris. Par contre, vous avez des régions un peu défavorisées, en Bretagne, dans le Limousin, et dans certaines régions où ça peut être le double. Et il existe dans le monde, en Inde, des gens, donc là, c'est l'échelle 1 millisievert, ça c'est 10 millisieverts, ça c'est 100 millisieverts, ça c'est 1 sievert, ça c'est 10 sievert, et ça c'est les doses thérapeutiques telles qu'on les utilise pour cibler des tumeurs ou des métastases, pour brûler des cancers. Donc, de manière naturelle, vous voyez, en Inde, il y a des gens qui reçoivent quasiment chaque année 1000 millisieverts, c'est-à-dire 1 sievert chaque année. Mais il y a en Iran, à Ramsar, c'est au bord de la mer Caspienne, des gens qui reçoivent plus que les astronautes. Et ça depuis des générations. Alors Ramsar, c'est une ville thermale qui a de l'eau chaude radioactive, et ils ont eu la bonne idée de faire un système de chauffage avec cette eau radioactive. Donc il y a des générations qui ramassent le double de radiation que nos astronautes, et donc on s'est vite précipité pour faire des études épidémiologiques et pour voir s'il y avait des cancers radio-induits plus importants dans cette région, dans cette ville, et on n'a pas pu en mettre en évidence. C'est la diapo suivante, je crois. Alors, non, je ne l'ai pas mis. Désolé, je ne l'ai pas mis. Donc, ils ont fait une comparaison entre les gens de Téhéran. C'est une publication iranienne, bon, qui vaut ce qu'elle vaut. Les Américains l'ont immédiatement rejeté, disant qu'ils disaient n'importe quoi, ils travaillaient comme des cochons. Mais ils ont montré que les gens de Ramsar avaient moins de cancer que les gens de Téhéran. Voilà. Bon, c'est plutôt rassurant. Voilà, c'est ce que je vous mets en plus grand ici. Donc les astronautes sont ici, de ISS, et Ramsar, c'est à peu près le double, c'est ici. Entre parenthèses, il y a eu une manip qui a été faite ici à Toulouse par le professeur Caratero en 98, et ils se sont donné du mal. Ils ont pris 900 souris, ils ont séparé en 3 groupes, un groupe témoin de 300 souris, un groupe qu'ils irradiaient pendant 1 mois à, je crois, 8 grés. En fait, ils mettaient sous chaque cage des souris une source fixe radioactive. Et une où ils mettaient 2 sources, donc qui étaient irradiées à 15 degrés. Et ça pendant 1 mois. Après, ils ont laissé ces 900 souris vivre et mourir de manière naturelle. Et ils ont autopsié les 900 souris. Et ils ont montré, de manière très significative, que les souris irradiées avaient survécu nettement plus longtemps.
Alors, c'est un phénomène qui s'appelle l'hormésis en anglais, l'hormèse en français. C'est un peu comme l'homéopathie, la métridisation. On stimule le système immunitaire par de très faibles doses et finalement, in fine, quand on fait un bilan, ben, il y a un gain. Alors, je ne vous dis pas, c'était une manip payée par l'EDF, donc la doxa antinucléaire les a montré du bois, vous êtes gonflés de faire ça, etc. Et je connais plusieurs personnes, et ça a duré, c'est une manip qui a duré 4 ans ou 5 ans. Ils étaient dans un labo, il y avait probablement 7 à 8 personnes qui travaillaient sur cette manip. Ça a été un travail titanesque et le résultat sont là. Bon, après, c'est peut-être pas la peine d'aller coucher près d'une source radioactive en espérant avoir un gain de survie. Je ne vous le conseillerais pas. Mais sachez que ça existe, ce genre de publication. C'est une publication du professeur Caratero. S'il y en a que ça intéresse, je le remettrai. Mais la différence entre les souris irradiées et celles non irradiées est évidente. Par contre, il n'y a pas de différence significative entre celui qui est le plus irradié et celui qui est le moins irradié. Ils sont équivalents. Alors, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que le problème des radiations va être un problème d'ingénieur. Pourquoi ? On a essayé pendant très longtemps de créer une magnétosphère autour du véhicule spatial habité. Et il y a eu un congrès en 2006 euh, où tout le monde a jeté l'éponge et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ça coûte des mégajoules, c'est-à-dire des centrales nucléaires. Il faudra embarquer et en poids, c'est 100 tonnes, 150 tonnes en plus. Pour une efficacité, on divise seulement la dose par deux. Donc, ce n'est pas très efficace. Donc, les conclusions de ce congrès étaient claires. Arrêtez de dépenser votre argent sur les blindages actifs, vous n'y arriverez pas. Pourquoi ? Parce que le spectre, si vous voulez, des radiations ionisantes qu'on reçoit dans le fond galactique et cosmique est vraiment très large et on ne peut pas faire des blindages actifs efficaces sur des plages très, très grandes de particules. Donc, maintenant, on pense plutôt blinder avec des blindages passifs. Et il y a une publication que je considère comme très contributive, qui est sortie en 2021 et qui a montré que le blindage optimal, et ce n'est pas la peine d'aller au-delà parce qu'il y aura trop de secondaires, donc on perdrait le bénéfice, ce serait 30 grammes par centimètre carré. Alors, comme je vous le montrerai tout à l'heure sur une diapo, c'est du poids quand même, mais je pense que les ingénieurs doivent se creuser la tête sur les zones de stockage, etc., pour interposer entre les cosmiques galactiques qui rentrent et les éruptions solaires par la même occasion suffisamment de matière et apparemment autour de 30 grammes par centimètre carré. Donc ça, c'est une publication qui, à mon avis, apporte beaucoup au débat et qui est sortie en 2021. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on avait comparé. Ça, c'est tous les systèmes de blindage par magnétosphère. Donc vous voyez, la dose entrante était de l'ordre de, ça doit être marqué quelque part, mais je ne le retrouve pas, c'est de l'ordre de 46 REM par année. Et vous voyez, avec ces blindages électromagnétiques, donc ces blindages par champ magnétique, on divisait à peine par deux. Et vous voyez la masse en tonnes. Alors celui-là, il ne marche pas. C'était une professeure de l'université de Rutherford, pourtant avec un éminent en fait, il ne marchait pas. Et vous voyez, c'est de l'ordre de 100 tonnes.
ou 50 tonnes, avec des énergies consommées en mégajoules, donc des histoires de centrales nucléaires. Alors par contre, quand vous faites le calcul pour des blindages passifs, eh bien, vous voyez, 25 grammes par centimètre carré, eh bien, vous arrivez quasiment aux mêmes performances que le reste. Donc véritablement, la solution, qui est la plus admise à l'heure actuelle, c'est de mettre un blindage passif optimisé. Alors c'est celle-là, la publication dont je vous ai parlé, là, de août 2021. Donc ils ont pris le cosmique galactique et les éruptions solaires, durant une période de 8 ans, je crois, de 1998 à 2006. Et ils ont deux familles de satellites sur lesquels il y avait ces dosimètres. C'était des satellites, je crois, qui s'appelaient GOES, G-O-E-S, et des satellites qui s'appelaient ACE, comme le service de... Alors, c'est de là qu'on voit que l'idéal, c'est vraiment 30 grammes par centimètre carré. Alors, je me suis amusé à faire avec des architectures comme Transab, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait 14 mètres sur 8 mètres de diamètre. Eh bien, on arriverait à ce chiffre en mettant 4 mm d'aluminium, donc extérieur. On mettrait 6 mm de polyéthylène, ce serait des bâches à eau, qui seraient tout autour et qui serviraient. Et on a besoin justement de réserves d'eau qui sont de l'ordre d'une quinzaine de tonnes. Et on pourrait ainsi avoir une optimisation de la truc. Bon, après, les ingénieurs, il faut qu'ils arrivent à caser tout ça, et à mettre... En tous les cas, je ne pense pas que ce soit des structures gonflables comme on l'envisageait sur Transab. Il faudra mettre de la matière. L'eau est un élément essentiel dont on a besoin sur le CLS des véhicules spatiaux habités. Donc, autant faire ce que, autant s'en servir pour protéger les astronautes. Alors, à l'heure actuelle, c'est très à la mode, fleurissent des protections individuelles. Alors, c'est très rentable, puisque je vous ai dit une protection collective avec une géométrie proche de Transab, c'est 15 tonnes. Et alors, on voit fleurir en ce moment des plastrons comme ceci, qui sont maillés à 30 grammes par centimètre carré. Alors bon, ça rappelle les tortues ninja de nos enfants. Mais enfin, on est loin de bien protéger avec ça, parce que non seulement l'angle solide est petit, puisque là, vous avez une absence de protection, vous avez juste une protection derrière et devant, mais en gain de masse, c'est énorme, puisque si vous avez un équipage de 6 avec des plastrons là, de 30 grammes par centimètre carré qui feraient 100 kg pièce, comme ils sont en microgravité, effectivement, ce sera de l'inertie, mais ça ne devrait pas trop les handicaper. Mais je pense qu'on ne protégera pas le cerveau, on ne protégera pas le cristallin. Je vous signale qu'il y a des risques de cataracte. Et puis surtout, les tissus hématopoïétiques, qui sont les tissus très sensibles aux radiations. Les lymphomes se créent à partir de ça. Et là, vous avez la répartition des tissus hématopoïétiques. Vous voyez, il y en a dans l'humérus, il y en a sur le crâne, et il y en a dans le bassin. Là, vous voyez, ça s'arrête relativement haut dans le bassin, et il y en a sur les fémurs. Donc, j'avoue que je n'ai pas creusé les hypothèses, mais je pense que la solution n'est que partielle et certainement pas prometteuse. Je vous donne un avis là.
extemporanée. Alors, quand ce brave Francis est parti à la retraite, sa chef de labo, qui s'appelle Lisa Simonsen, a immédiatement publié un technical paper, c'était en 2020, donc il est parti plus tard, Piccinotto. Et elle a donné un peu l'amplitude des incertitudes. Alors, vous voyez, on a une incertitude qui est de 3,5, donc un coefficient de 3,5 sur les évaluations. Alors, d'où elles viennent? Donc, il y a le facteur de qualité. Et c'est vrai, le facteur de qualité, les radiobiologistes prennent la ceinture, les bretelles et le parachute, et ils exagèrent le risque. Donc, hop, on prend là, vous voyez, presque 2,5 d'incertitude. Donc, ensuite, les mathématiciens qui font les interférences entre les radiations et la matière, eux aussi prennent leur marge. Donc, c'est la physique des tissus. Après, il y a le fractionnement, parce qu'on fait, au sol, on ne sait pas reproduire l'irradiation telle qu'on la reçoit dans l'espace. Dans l'espace, vous avez une mini-dose, mais permanente. On ne peut pas s'échapper, elle est permanente. Quand on fait des simulations au sol, mis à part la manip de Karate-Ryu, on le fait dans des accélérateurs de particules. Et vous apportez des doses considérables, 1000 fois, 100 minimum, mais 1000 fois, et donc les dégâts ne sont pas du tout représentatifs. Et les incertitudes liées au fractionnement de la dose, ce qu'on appelle en anglais le DDREF, ne me demandez pas ce que c'est, je ne m'en souviens pas, mais je peux vous le retrouver, vous voyez, contribue lui aussi d'un facteur. Bon, grosso modo, et je pense qu'elle a raison, vous avez un facteur 3,5 d'incertitude. Alors, je termine ma conférence par de l'optimisme. En particulier, moi, je suis persuadé qu'on enverra des roshommes sur Mars. Ne me demandez pas quand, je pense que je ne serai plus là, et qu'on respectera les normes d'exposition telles qu'on les a. Et comme je vous l'ai dit, au fond de moi-même, je pense que s'il y a un fou qui veut y aller 2 fois 30 mois, eh bien, ça passera. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je travaille un peu à MEDES et cet email est actif. Des questions? Ah, en voilà une. Comment on fait? Il faut passer son micro. Qui va arriver. Je ne vous l'ai pas dit, mais on suit les astronautes jusqu'à ce qu'ils meurent. Et en particulier, ils passent une visite médicale. Et on tient à jour ceux qui meurent de cancer, d'infarctus, etc. Et à l'heure actuelle, les astronautes meurent beaucoup moins de cancer que la population générale. Pourquoi? Parce qu'on les suit médicalement. Donc, il y a un biais énorme. Et ils sont 2 fois moins exposés que la population générale au risque de mort par cancer. Je vous écoute. Je suis désolé pour ces questions, mais elles sont simplistes. Juste d'où ça sort ces radiations? J'y connais rien. Donc d'où sortent ces radiations qui sont quand même... Bon, les éruptions ça, c'est solaires, la première question. Les éruptions solaires sortent du Soleil, bon, clairement. C'est que ça. Et après, quand vous vous baladez dans l'espace, vous avez de manière ubiquitaire et anisotrope des flux de particules extrêmement pénétrantes qui viennent de l'espace profond, des supernovas, des novas, etc. Et ça, on n'y échappe pas. Et c'est très pénétrant.
Et deuxième question, aussi simple, quelle devrait être la durée pour aller sur Mars pour ne pas être percuté par ces fameuses radiations? Je vous ai donné un peu les scénarios. La mission martienne, c'est un équipage de 6. Donc Mars Express, qu'on appelle, c'est donc un aller-retour avec uniquement 3 à 4 semaines à la surface de Mars. C'est environ 500 jours. Et on parle donc d'une mission longue qui est de 1000 jours, hein, grosso modo, ou 30 mois. Voilà. Ce sera la mission la plus longue. Et les doses reçues sont proportionnelles à la durée de la mission, hein, très directement. Hein. D'autres questions? Monsieur Alain Delef. Non, il ne pose pas de questions. Oui. Oui. Est-ce que cette eau qui sert de protection sera irradiée ou est-ce qu'elle sera consommable? Elle n'est pas irradiée. Hein, tu peux bombarder avec beaucoup de rayonnement ionisant de l'eau. Il n'y a pas de rémanence. Par contre, le métal, il y a de la rémanence. Hein. Tu sais que quand il irradie le métal, il y a de la rémanence. Et ça, c'est pris en compte dans la publication de 2021 parce qu'ils ont essayé, au-delà de 30 grammes par centimètre carré, ils ont continué tous les grammes par centimètre carré. Et ils ont vu après qu'il y avait des particules induites secondaires, hein, des secondaires, et on perdait un peu le bénéfice. C'est pour ça qu'ils ont conclu sur les 30 grammes. Alors, ce n'est pas exactement 30 grammes, c'est 29 grammes, 75. Enfin, bon, on est dans le détail. Allez-y. Merci beaucoup pour cette présentation. Les astronautes voient d'autres phénomènes. Le mot voir est un peu galvaudé, hein. Donc des flashs en particulier, qui peuvent provenir soit d'ions lourds, enfin de particules ou autres. Donc, est-ce que vous avez analysé ces impacts sur de longues durées? Oui, alors il y a eu plusieurs manips qui ont été faites là-dessus. Donc on sait que c'est des ions lourds qui traversent la rétine et qui probablement bousillent une cellule rétinienne. Mais il faut savoir qu'on en perd tous les jours environ 10 000. Et quand on regarde le flux de particules lourdes qui traversent la rétine, par jour, il y en a une centaine. Donc vous voyez, il y a un rapport quand même d'un facteur 10. Et c'est des flashs, hein, les fameux flashs. Alors ils les voient, les flashs, pas quand ils ont les yeux ouverts, hein, c'est la nuit. Je vous signale que vous pouvez en voir, hein, dans votre lit. Hein, quand vous êtes les yeux fermés. Hein. Enfin bon, c'est plus glorieux pour un astronaute que pour vous d'en parler. Excusez-moi, ici, de l'autre côté. Voilà, ici. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais déjà un commentaire sur les flashs lumineux. Je sais que ça pouvait être des particules qui tuent une cellule dans l'œil, mais ça peut être aussi du Cherenkov. Aussi, parce qu'on a l'humeur vitreuse, donc le liquide qui est dans l'œil, et on peut avoir une particule qui passe plus rapidement que la vitesse de la lumière dans ce liquide et à l'émission de photons. Ils vont pas plus vite que la lumière, hein, quand même. Qui va plus vite que la vitesse de la lumière dans ce milieu. Donc ça, c'est possible. D'accord. Voilà. Donc c'est une possibilité. Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais ce que je sais, que l'hypothèse que j'ai souvent lue, c'est que c'est plutôt au niveau des cellules rétiniennes. Hein, plutôt. Okay. Mais c'est vrai, vous avez raison, pourquoi pas un flash à travers la traversée de la vitrée. Hein, c'est pour le phénomène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme quand on filme le cœur d'une centrale nucléaire, vous savez, au fond des piscines. Oui. Quand on enlève les barres qui stabilisent la réaction, on a une lumière bleutée qui apparaît. C'est exactement ça. Chez Cherenkov, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Vous voyez, j'apprends quelque chose. Et j'avais une question. Est-ce que vous avez évalué, au cours de votre carrière, la question des neutrons? Parce qu'en théorie, il n'y en a pas dans l'environnement spatial ou très peu, mais quand on a du blindage, les secondaires, il y a une grande partie qui sont des neutrons.
et qui sont difficiles à mesurer avec la plupart des instruments de mesure des radiations. Alors, c'est une préoccupation. Et vous avez vu là, dans la proposition de blindage passif, je vous ai parlé d'une tôle de quelques millimètres et derrière du polyéthylène, de l'eau et encore du polyéthylène. Et on pense que là, les neutrons seront piégés. En fait, c'était une préoccupation. Et en particulier, on sait que derrière du métal, les neutrons peuvent être significatifs. L'eau, je ne sais plus qui c'est qui a posé l'histoire de l'eau. L'eau, en fait, c'est la vie, hein, tu le sais. Hein. C'est la vie. À l'heure actuelle, à bord de la station internationale, on recycle 95%, même 96% aux dernières nouvelles, des eaux usées. Mais ça veut dire qu'on en perd quand même 4 à 5%. Hein. Quand on fait un bilan d'un équipage de 6 personnes et qu'on veut faire face à une panne complète du recyclage d'eau, why not, mais en fait, bon, on a des bricoleurs savants, et bien on se rend compte qu'il faut avoir des réserves pour les ramener sur Terre et qu'ils ne crèvent pas de... Donc on a une quantité d'eau minimum par individu qui est 1,5 litre. Et bien, quand vous multipliez tout ça, et bien, ça fait 15 tonnes. Alors, récemment, là, on voit apparaître des projets architecturaux qui s'appellent les water walls, les murs d'eau, justement pour satisfaire un peu ces blindages passifs. Et alors, les jeunes étudiants en architecture, ils font, là, comme je vous l'ai montré, une couche de métal, et ils font des murs végétalisés et les astronautes iront arroser leurs plantes et pourront faire venir. Vous savez qu'on a montré que les plantes à bord de la station internationale poussaient 2 fois plus vite qu'au sol. Bon, probablement dû aux soins que lui apportent les astronautes et surtout au contrôle de la lumière. Et en particulier, elles reçoivent de la lumière de façon plus abondante puisqu'on peut les illuminer jour et nuit. Voilà. Alors que sur Terre, la Terre tourne et vous avez des nuits et des jours qui pénalisent la nature à Terre. Alors, on ne va pas arrêter de faire tourner la Terre pour avoir plus de végétation. D'autres questions ? Oui, j'ai 3 petites questions. Ici. Je ne vois pas. Là, oui. 3 petites questions. Ah ben, c'est Alain. Alors, une facile. Donc, tu n'as pas parlé des Chinois. Ça fait quand même 20 ans maintenant qu'ils font voler des taïkonautes. Est-ce qu'ils ont les mêmes règles ou est-ce qu'ils ont repris les règles des Russes ou... Ils ont pris les règles des Russes et donc les règles de l'ESA. Hein. Sinon, la deuxième question, alors j'ai entendu dire qu'il y avait des populations ne sont pas sensibles de la même façon aux radiations. Déjà, entre les femmes et les hommes, ce n'est pas exactement pareil. Mais il y aurait quelques pourcents parmi les hommes, parmi la population humaine, qui seraient beaucoup moins sensibles que le reste de la population. Est-ce que d'abord c'est vrai ? Et y aurait-il un moyen, effectivement, de sélectionner les astronautes selon certains critères, de façon à optimiser, si on peut dire, leur résistance aux radiations? Alors, comme je t'ai dit, Ramsar, là, donc depuis des générations, parce que même avant, il faisait passer sous les sols, sous des dalles en pierre, de l'eau radioactive. Donc depuis des générations, ils sont irradiés, mais de manière très conséquente. Et quand on fait de l'épidémiologie, le nombre de personnes qui meurent de cancer et de cancer radio-induit, on ne voit rien. Alors, la première réflexion qu'ont fait les scientifiques, comme toi, c'était « mais y aurait-il pas eu une sélection naturelle ?» C'est-à-dire, ceux qui devaient mourir sont déjà morts, et il ne reste que les résistants. Alors, c'est possible. Alors, par contre, là, je vais te donner un avis assez personnel. La
la dernière sélection de 2009. Donc, on était 17 médecins à la commission médicale. Et il y avait les Suédois, les Anglais, les Irlandais, ce qu'il y avait d'autre. Enfin, ils voulaient qu'on fasse un screening génétique. J'ai eu un mal fou à arrêter ça. Parce que c'est vrai, un mapping génétique, ça te coûte 15 000 €. Et on le faisait au dernier sélectionné, à la trentaine. Ce n'était pas des sommes astronomiques. Et finalement, j'ai eu la mise a été conclue par les Allemands, la DLR. À un moment, ils sont entrés dans une colère, ils se sont concertés entre eux. Ils ont dit, si vous continuez à nous parler d'eugénisme, on fout le camp. Donc, immédiatement, tout le monde s'est un peu raidi, etc. Et on n'a plus parlé de screening génétique. À la dernière sélection, c'est revenu sur le tapis. C'est revenu sur le tapis et je sais que les Américains le font. Alors, ils disent qu'ils ne s'en serviront pas. Toutefois, ils sont libres de s'en servir. Alors, donc, je suis un peu contre l'eugénisme. Et toi, quand tu dis est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des gens résistants, etc., c'est je crois que la tendance, c'est plutôt de faire voler des gens avec des malformations, etc. Tu as vu, la dernière sélection, il y avait des gens handicapés. Et je pense que si on veut que ça reste vraiment une aventure humaine qui enthousiasme le grand public et les jeunes, je crois qu'il faut rester un peu dans cette philosophie. Et ta troisième question? Alors, la troisième question concerne les cancers. Pour l'instant, le risque, c'est le risque principal. Néanmoins, on voit que depuis 40 ans, la médecine a considérablement progressé. Donc, ce risque, même s'il y a un cancer qui se développe, le risque d'en mourir est peut-être sensiblement plus faible, sera peut-être de plus en plus faible au cours du temps. Est-ce que c'est pas, effectivement, les critères actuels sont-ils trop conservatifs de ce point de vue-là? Oui, tu as raison. Maintenant, quand le cancer te tombe sur la tête, tu as de plus en plus de chances de survie. Ça se rallonge. Les pertes d'espérance de vie que mettait Cuccinota, là, de 15 ans et 15,6 années, c'était avant les progrès des thérapies cancéreuses. Voilà. Mais c'est vrai que, on pourra faire face. Mais retiens quand même que la population des astronautes est 2 fois moins susceptible au cancer que la population générale, probablement dû à la visite annuelle qu'ils font jusqu'à la fin de leur jour, où on recherche tous les marqueurs biologiques et on fait toutes les recherches qui vont bien pour dépister et soigner avant. Voilà. D'autres questions? Oui, si. Bonsoir, merci pour la présentation. Je voulais vous poser une question qui m'a troublé. Quand vous abordiez le sujet justement de certains sites qui sont plus exposés sur la Terre à la radiation, est-ce que c'est dû à des trous dans l'atmosphère ou parce que si c'est toujours au même endroit qu'il y a cette différence, comment c'est explicable? C'est géologique, c'est des émanations d'eau, comme dans le granit. On sait que dans le granit, il y a du radon, je crois. Et en fait, les radiations en Bretagne et dans le Limousin est plus importante que sur la Molasse, ici, sur Toulouse ou sur Paris. C'est dans la Terre, vous avez des éléments radioactifs qui sont très dilués, mais ça ne vient pas de l'espace. Non. C'est des choses de géologie. Ça vient de l'intérieur, quoi. Enfin, par en dessous, quoi. Et sur Mars, il y aura probablement des radiations qui viendront du sol de Mars. On ne les a pas encore mesurées, mais j'en doute pas, moi. Un chiffre sur le cancer. Selon l'Institut national du cancer,
les nouveaux cas de cancer sont 2 fois plus nombreux qu'en 1990, en progression de 98% chez les hommes et de 140% chez les femmes. Ça, c'est l'Institut du cancer en France qui a publié ces chiffres en 2023. Il y a une partie qui est due à l'accroissement de la population, mais l'exposition aux facteurs de risque due au mode de vie qui explique 47% de ces cas supplémentaires de cancer chez la femme et 20% chez l'homme. Donc quand j'entends dire que les cas de cancer diminuent, regardez autour de vous et regardez les chiffres de l'Institut français du cancer. Bon, vous savez que tout ça, c'est les statistiques de mortalité. À l'heure actuelle, on meurt de moins en moins de problèmes cardiovasculaires, qui étaient le grand contingent de pathologies qui a mené les gens à avoir des pissenlits par la racine. Et donc, la population vieillissant, on laisse les opportunités de déclencher des cancers de manière nettement plus importante. Alors, y a-t-il des facteurs environnementaux qui favorisent? Probablement, oui. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, on meurt du cancer parce qu'on ne meurt pas d'autre chose aussi. Il faut le prendre en compte, ça. Non, ça augmente. Ça augmente, les morts. Pourquoi j'ai dit ça? Non. Ah non, c'était la question. Moi, je ne l'ai pas dit. Ouais, ça serait pris en charge. Des questions? Oui? Honnêtement, la question est la suivante. Dans l'espace, est-ce qu'on fait des liens entre la nutrition et les apparitions des cancers? Non, on n'a pas encore eu ce genre de... On essaie de donner une alimentation la plus saine possible, la plus adaptée possible à l'individu, parce qu'on connaît leur profil nutritionnel de manière précise. Ils choisissent leur repas avant le décollage, ils savent, ils ont leur ration, mais on n'en est pas à ce degré de précision. Oui? Bonsoir. Moi, j'ai 3 questions en fait. La première, c'est par rapport au phénomène de radiation. Avec quelle précision on peut le mesurer, sachant que sur les exemples, à travers la présentation, c'était principalement sur... Parlez plus fort. La précision de la mesure des dosimètres. Oui, tout à fait. C'est à 10% près, pas plus. Après, deuxième question qui est un peu naïve, mais sur Mars, est-ce que c'est possible de creuser des endroits, on va dire, sous le sol martien qui pourraient en fait limiter l'exposition pendant les missions? Vous avez vu là, on a un abri qui est sous du régolithe. Donc, on intéresse beaucoup le BTP pour la mission Artemis, la mission lunaire, parce qu'on pense qu'il va y avoir un peu de BTP en surface, et on pense qu'il faut mettre effectivement 30 grammes par centimètre carré de régolithe qui atténuerait bien les radiations encaissées par les astronautes. Et la troisième? La troisième, c'est par rapport à la carte de radiation que vous avez partagée. Est-ce qu'elle est stable ou est-ce que les variations sont trop importantes pour identifier en fait, des endroits sur Mars qui seraient plutôt ciblés pour ces missions-là? Là, pour être franc, je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. D'autres questions? Bonsoir. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de discuter avec vous et vous m'aviez indiqué les soucis plutôt du côté de la vue. Alors, vous avez évoqué la cataracte, mais est-ce qu'il y a des problèmes potentiellement graves là-dessus qui pourraient gêner lors des missions de longue durée? Alors, on a un problème sur la vue là, qu'on a mis en évidence en 2007 pour la première fois. Qui s'appelle SANS, ça veut dire Space Associated Neuroocular Syndrome. En fait, quand on regarde le fond de l'œil de l'astronaute,
il a un œdème de la papille du nerf optique. Or, en médecine, on n'aime pas du tout ça, parce qu'on le voit pas dans le diabète, on le voit dans les scléroses en plaques, on le voit dans les saloperies dont on sait qu'on soigne très mal. Mais ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, donc il y a eu beaucoup de recherches à bord de ISS, avec des équipes bien menées. On leur fait un OCT en vol, on suit leur fond de l'œil très précisément, etc. C'est que chez un astronaute, ça peut apparaître d'un côté, pas des deux côtés. Donc vous voyez, ce n'est pas trop systémique comme pathologie. Et surtout, c'est réversible. Et 3 mois après, on ne le voit plus, cet œdème. Donc on est plutôt rassuré. Mais à l'heure actuelle, par exemple au MEDES, on fait un projet où on voudrait éviter que cet œdème s'installe. Parce que c'est probablement un engorgement, une excavation du fluide dans le milieu périvasculaire qui crée un peu ces œdèmes. Parce que quand vous regardez un astronaute, même après plusieurs mois de vol, il est un peu démacié de la tête et il a des jambes de poulet. Vous savez, on dit il a un faciès lunaire et des jambes de poulet. C'est vrai. Et on pense donc que cet œdème de la papille est probablement dû à une stagnation dans la gaine du nerf optique, c'est un peu compliqué, et qui serait un défaut anatomique au niveau de la fente optique. Et voilà, il y a beaucoup de recherches là-dessus. À MEDES, on travaille à Toulouse durant des simulations et on regarde ça de très près. Alors, pour faire un clin d'œil, j'avais cru retenir qu'à l'époque, vous aviez dit qu'on pensait que les femmes étaient moins sensibles à ce problème que les hommes. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mais si, vous avez raison, mais on a trouvé une femme depuis. Il y a une femme qui l'a eu d'un côté, justement, d'un côté. Et alors, étonnamment, c'est c'était son 3e vol et elle l'a présenté à son 3e vol. Alors ça nous embête un peu parce que ça met plein d'hypothèses en l'air, etc. Mais c'est une recherche active. À Toulouse, vous avez Anne Pavie qui est dans la salle, je l'ai vu rentrer tout à l'heure, qui s'intéresse beaucoup à la chose et qui fait des manips. En particulier au CHU, là, à la Tru, on fait des simulations. Bon, le fluid shift, ça s'appelle comme ça, semble quand même très mis en cause dans cette affaire-là. Mais vous avez raison, il y a un problème oculaire qui touche environ 14% des astronautes. Le chiffre s'affiche. D'autres questions ? Oui. Bonsoir. Une question sur la radioactivité, non pas à l'extérieur, mais est-ce qu'il y a de la radioactivité interne dans les appareils qu'emportent les astronautes pour l'énergie ou autre? Alors, c'est une bonne question, ça, parce que Curiosity, vous le savez, est une mission qui a beaucoup de succès et qui a duré très longtemps et qui continue, et qui finalement a été un grand succès parce qu'elle avait une source nucléaire d'énergie. Alors, à travers le véhicule de transfert qui ira de la Terre vers Mars, quel type d'énergie mettre ? Alors vous avez la tendance panneau solaire, mais enfin on est très vite embuté, en plus ça s'esquinte, tous les micro-débris leur font perdre un peu. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut mettre une source contrôlée, comme à bord de Curiosity de Perseverance. Alors, le risque, vous savez, c'est au lancement. Au lancement, on ne voudrait pas en mettre partout, au fond de la mer. Alors bon, l'ingéniosité des hommes est quand même grande. On sait mettre en orbite des hommes avec des systèmes de sauvegarde au cas où le lanceur défaille, etc. Et je pense que pour ces sources radioactives qu'on voudra récupérer absolument, on fera un peu comme pour les hommes.
et il y aura un robot qui viendra les mettre in situ dans la pile dans laquelle il servira l'alimentation électrique. Mais la question est encore ouverte. Sachez qu'il n'y a pas de choix de la source d'énergie. Et il y a une forte pression pour une source radioactive bien sécurisée et de manière assez robotisée. Et bien sûr, elle sera assez éloignée dans le véhicule, qui ont toujours tendance à être quand même des structures longues. Elle sera certainement très éloignée. Et le blindage passif, là, dont on a besoin contre les cosmiques galactiques, sera bien utile aussi vis-à-vis de cette source. Mais c'est encore un débat qui est ouvert. Oui. Bonsoir, merci pour la présentation. Ici, on s'est concentré sur l'impact des radiations sur le développement de cancers une fois rentré au sol, par exemple. Et au début, vous avez montré qu'il y avait beaucoup d'autres effets médicaux qui peuvent se passer dans l'espace. Et du coup, je me demandais, est-ce que les radiations, c'est vraiment plus risqué que le reste des maladies qu'on peut développer dans l'espace ou pas? Bon, on viendra vous parler du reste en septembre avec mes collègues de MEDES. On n'aime pas les radiations. Vous savez qu'il y a une doxa là, depuis les années 60, anti-nucléaire et anti-radiation, parce qu'on a du mal à s'y échapper aux radiations. Et comme c'est des expositions permanentes, même si elles sont minimes et tout, on maîtrise mal et ça fait peur. Et les autres problèmes sont, je dirais, plus des déséquilibres momentanés. En particulier, s'ils perdent de l'os, on sait qu'ils le récupèrent. S'ils perdent du muscle, ils le récupèrent. S'ils dégueulent, on leur donne des antihistaminiques, ils ne dégueulent plus. Enfin bon, on a des solutions. Après, on leur fait faire de l'exercice pour qu'ils se maintiennent en forme. Mais le problème des radiations, la dose reçue est reçue. On ne peut pas revenir en arrière. Et c'est un peu le côté irréversibilité qui fait peur et qu'il faut considérer. Mais il faut l'évaluer le plus précisément possible. Je vous ai donné le chiffre, 3,5 d'incertitude, ce n'est pas acceptable, il faut faire mieux. Bonjour, merci pour la présentation. Les astronautes, ils vont passer la moitié de leur temps à dormir. Je vois que vous mettez 15 tonnes pour faire en sorte qu'ils soient protégés tout le temps. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas les protéger pendant qu'ils dorment dans une sorte de cercueil de vie protégé, blindé et ventilé? Transab propose ça. Les couchettes, les crew quarters, sont dans un noyau métallique qui est au centre, si vous voulez, de la structure gonflable. Vous savez, on dort 8 heures et 16 heures, vous êtes en activité. Bon, alors, mais ils ont 9 mois, donc ils peuvent jouer au tarot dans une caisse un petit peu plus grande. Non, je crois qu'il faut travailler proprement et faire une protection collective. Honnêtement, je pense que les solutions existent pour les ingénieurs. Le véhicule de transfert, qu'on le veuille ou non, ce sera aussi gros que ISS, 250 tonnes, et il sera difficile de faire moins. Donc autant s'arranger pour mettre un blindage passif autour de la zone habitable pour qu'il y ait un lieu sain contre les radiations. C'est mon avis. Après, il y a des ingénieurs qui vous montreront que c'est trop compliqué. Oui? Tenez, j'ouvre le pas. Non. Merci. On va peut-être aller dans quelques années de maintenant. Il y a des études qui sont menées principalement en Allemagne, peut-être en France, sur l'hibernation, la torpeur et l'hibernation pour les astronautes.
Donc il y a des spécialistes dans le domaine, évidemment pour les voyages de longue durée. Est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique, si ça marche, pour l'homme en termes de tenue justement à ces radiations? Moi, je vous répondrai, si c'était moi, je ne partirais pas en hibernation. C'est tout. Je voudrais le vivre quand même. Je vais m'emmerder pendant 30 mois, aller-retour. Je ne veux pas dormir. Il y a des études qui sont soutenues par la NASA. L'ESA aussi en soutient quelques-unes. Mais enfin, comme m'a dit un astronaute, on n'est pas des bêtes quand même. Parce que c'est les ours, vous savez. Il n'y a pas que les ours, il y a d'autres mammifères. Ça s'appuie un peu sur le monde animal et en fait, il y a pas mal d'animaux qui hibernent, qui consomment moins et tout. Il y a tous les avantages. Pas d'emmerderie, ils dorment. Mais certains ont compris, par les études justement, que la race humaine, on va le dire comme ça, a perdu ce mécanisme d'hibernation. C'est vrai. Ils essayent donc de le reconstituer. En fait, dans la conception des véhicules habités, on a quand même une ressource, c'est l'intervention de l'homme. Et en dernier ressort, on s'en sert. Et on est souvent très content. Alors, s'il faut les sortir de l'hibernation, on aura du mal à faire face à certaines urgences, je pense. Enfin, moi, j'y crois pas trop parce que c'est vraiment à la limite de la vie, quoi. On joue un peu avec la vie. Mais je me trompe peut-être. C'est vraiment un avis, un sentiment que j'ai. Oui. D'autres questions? Non, je crois que ça sera la dernière question. D'accord. Je crois qu'on peut remercier Bernard Comet. Parce que c'était sujet difficile, l'intitulé fait pas forcément rêver, mais on était, nous, très heureux de voir aussi une salle aussi remplie pour un sujet autour des vols habités. Merci beaucoup. Si vous avez encore faim sur la médecine spatiale, on a une deuxième conférence, Bernard l'a dit tout à l'heure, le 18 septembre, à nouveau avec le MEDES. On aura 3 intervenants, Bernard Comet à nouveau, Laurent Braque et Audrey Berthier. Et on aura, je pense, un panorama plus général sur les problèmes de médecine spatiale. Voilà, donc ça c'est un petit apéritif pour une des prochaines conférences. Avant de vous laisser partir, peut-être vous annoncer les prochains événements. Est-ce que c'est plutôt réservé à nos adhérents? C'est l'occasion de vous dire que c'est encore le moment d'adhérer aux Amis de la Cité de l'Espace. On va recevoir, ça va être un sujet totalement différent, mais probablement tout aussi passionnant, sur le droit spatial. Gouverner dans l'espace, gouverner l'espace. Donc c'est le samedi matin à la Cité de l'Espace pour les adhérents. C'est des choses beaucoup plus interactives en petit comité, une trentaine de personnes. C'est vraiment l'occasion d'approfondir un sujet. Et ça sera Lucien Rapp qui nous fait l'honneur de ce samedi découverte. Lundi, on a beaucoup de choses cette semaine et la semaine prochaine. Lundi, c'est également un rendez-vous pour nos adhérents, l'Assemblée générale annuelle, mais on la précède chaque année d'une petite conférence et on a l'honneur cette année de recevoir Lionel Suchet, directeur général du CNES, qui viendra nous faire un petit point sur la situation et les perspectives du spatial français et européen après la conférence de Séville, en fonction de l'actualité mondiale. Je pense que c'est un rendez-vous assez exceptionnel. Le directeur général du CNES qui vient s'adresser à notre association. Là aussi, ça devrait peut-être vous convaincre, si vous ne l'avez pas encore fait, de renouveler ou de prendre votre adhésion aux Amis de la Cité de l'Espace. Prochaine conférence en avril, alors de tête, oui, le 10 avril, avec Didier Massonnet. Et là, on va parler, alors ça sera encore des atomes, c'est des horloges atomiques par contre, et on parlera de la mission Pharao. Donc rendez-vous, j'espère, en salle IMAX avec autant de public dans la salle.
Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je voudrais remercier aussi les bénévoles de l'association qui organisent ces conférences et les équipes de la Cité de l'Espace en régie, à l'accueil, qui permettent que ces rendez-vous se passent bien. Merci à tous et bonne soirée. Avant de sortir, vous verrez, je ne l'ai pas mentionné, le scribing d'Hervé Schindler. Ceux qui viennent régulièrement commencent à connaître, mais c'est un petit résumé en un grand dessin à 0 de à peu près tout ce qui a été dit. Donc on va contrôler que c'est juste, mais voilà. Je vous invite à jeter un coup d'œil dessus en sortant par le bas de la salle. Merci à vous et à bientôt.